Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Eugénie. Après avoir été journaliste à CNN à Londres, Eugénie a fondé Bloom, le premier studio de méditation moderne en France. Venant d'une famille de juristes, Eugénie se dirige tout naturellement vers des études de droit. Après un master en droit, elle se rend compte que ce n'est pas pour elle et part étudier le journalisme à Londres. Un rêve de petite fille. Eugénie décroche un job de journaliste à CNN à Londres. Jeune journaliste et en week-end à Paris au moment des attaques de 2015, Eugénie est envoyée sur les lieux des fusillades pour interroger à vif les victimes. Véritable éponge émotionnelle, elle pleure avec les victimes selon ses mots. Eugénie couvrira ensuite les attaques de Bruxelles, Nice. Elle est alors victime de PTSD, troubles de stress post-traumatique. Une collègue lui suggère alors d'essayer une application de méditation moderne. Eugénie découvre la méditation de pleine conscience, c'est le déclic. Eugénie fonde en 2020 Bloom, le premier studio de méditation moderne en France. Bloom, c'est de la méditation de pleine conscience, mais aussi des massages, de la halothérapie avec une chambre de sel et un studio virtuel. Le premier studio Bloom a ouvert à Paris à Étienne Marcel dans le 2e arrondissement et le second dans le 9e dans un espace de coworking Morning. Alors avec Eugénie, on a évoqué sa carrière de journaliste, sa vie à Londres, son rapport avec les médias, comment la méditation a changé sa vie et ses projets pour Bloom. Vous allez voir, on a presque médité ensemble. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eugénie. Bonjour Eugénie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis fondatrice de Bloom, qui est le premier studio de méditation moderne en France. Et qui n'est pas que un studio de méditation, puisqu'on a aussi des produits Bloom, des formations, des retraites, bref, plein de choses à proposer avec Bloom. Tout pour se détendre. Exactement. Alors, ça n'avait rien à voir avec tes études. Alors, toi, tu as déjà fait des études d'ailleurs qui étaient un petit peu différentes de ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille de juristes, donc j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai fait des études de droit jusqu'au master. Donc j'ai eu mon master de droit à Assas, qui est une université française rattachée à la Sorbonne, à Panthéon-Assas. Et ensuite, j'ai fait un master de journalisme, un M2 globalement, à Londres. Donc là où tu es, une université qui s'appelle City University London. Et donc j'ai fait un MA in International Journalism, voilà, et c'était super. Et puis après, en fait, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste. J'ai d'abord été freelance au Canada parce que mon copain, qui est aujourd'hui mon mari, était canadien, et donc je voulais le rejoindre là-bas et j'avais réussi un visa. Donc je suis partie au Canada pour commencer ma vie de freelance. J'ai trouvé 3 jobs de freelance, qui est pas facile sans contact. J'ai commencé avec un petit journal qui s'appelle Le Métropolitain, qui était un journal pour les francophones de l'Ontario. Après, j'ai continué avec une station radio où j'étais chroniqueuse de politique internationale. Cette radio existe toujours, elle s'appelle Choc FM. C'est la seule radio francophone de Toronto. Et ensuite, j'ai travaillé pour un média qui s'appelait Sel et Lumière, où en fait, ce qui m'intéressait dans ce média notamment, c'était de pouvoir travailler sur la vidéo. Et donc, j'ai été monteuse vidéo, figure-toi, pendant plus d'1 an. Et ça m'a vraiment aidée à gagner en expérience cette année au Canada. Et puis, en fait, comme j'avais tous mes amis à Londres, ils m'envoyaient de temps en temps les offres d'emploi. Et puis un jour, ils disent, bah voilà, il y a CNN qui recherche des stagiaires. Et puis pour moi, bosser pour CNN, c'était un vrai rêve. Donc j'ai déposé ma candidature. C'était un job qui était à Londres. J'en avais pas encore parlé à mon copain à l'époque. Et puis donc j'ai posé ma candidature, j'ai été prise. Et donc je lui ai annoncé que je retournais en Europe. Et puis the rest is history, comme on dit en anglais. Voilà. Et alors pour tes études de droit, donc tu as quand même été jusqu'au niveau master. Bon, en plus, Assas, c'est quand même une des facs qui est assez difficile. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être évident.
Comment tu as décidé de dire stop et de changer? Alors, le droit, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais au fond de moi, j'ai toujours eu envie d'être journaliste parce que j'avais, cette espèce de quête de la vérité, de montrer la vérité aux autres, alors il y a un peu un sens de justice, hein, qu'on retrouve dans le droit, mais pour moi, c'était vraiment l'information, qui m'intéressait. Puis mes parents me disaient: «Bon, mais tu sais, le journaliste, c'est difficile, voilà, nous, on a plus de contacts en droit, on pourrait t'aider si jamais, tu arrives pas à trouver, bref, quoi que ce soit ou même un stage». Puis en fait, moi, j'ai pas envie de chercher la facilité. J'étais animée par, cette envie de montrer au monde, ce qui se passait ailleurs, ou même, en bas de chez eux, pour, voilà, la majorité des gens qui voient pas ou qui regardent pas l'actualité. Voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais faire et puis surtout, je voulais travailler, à la télé et je me souviens que quand j'étais petite, je m'asseyais sur ma petite table, je me faisais mes petites notes ou enfin, j'imitais globalement Claire Chazal. Et je voulais vraiment, devenir et je demanderais à mon père de me filmer, pendant que je lisais l'actualité du jour. Donc c'était vraiment, ma passion et ça m'a pas quittée et même si le droit c'était passionnant et c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'utilise aussi, notamment le droit du travail, et autres en tant qu'entrepreneur, c'est hyper intéressant et puis ça demande aussi, je trouve, une certaine structure, de l'esprit et voilà, ça m'aide, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui dans ce que je fais. Et alors, comment tu as décidé de partir à Londres? Parce que tu aurais pu faire un master en journalisme à Paris. Ouais, en fait, je n'en pouvais plus de d'être pareil. J'adore parler anglais aussi, c'est venu naturellement pour moi et puis, j'écoutais beaucoup de chansons en anglais. Moi, j'ai entendu mon père qui travaille, dans un milieu très anglophone, et ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit: «Bah, moi aussi, j'ai envie de parler anglais comme ça» et ça a été un peu pas une passion, mais, un truc assez facile parce que c'était très naturel et puis j'ai une bonne oreille musicale, donc du coup, pour les langues, c'était assez facile. Et l'anglais, j'adorais ça. J'ai grandi avec Friends. J'ai absolument regardé tous les épisodes de Friends en boucle et ça m'a vraiment permis, comme beaucoup de personnes finalement, hein, quand j'ai sondé un peu mon entourage, d'accéder à, je trouve, à un niveau un peu supérieur en anglais et de se faire plaisir avec l'anglais. Donc Londres, bah moi j'adorais. Je trouve ça trop chouette. Et puis bah j'ai fait plusieurs candidatures dans différentes facs aux États-Unis et en Angleterre. Il faut dire qu'en Angleterre, c'est quand même, je dirais, 3 à 4 fois moins cher qu'aux États-Unis. Donc ça a aussi un peu poussé mon choix vers l'Angleterre. C'est pas très loin de Paris. Et puis City University London, mine de rien, pour moi la BBC c'est vraiment, enfin la BBC et CNN c'était les deux chaînes dans lesquelles je voulais travailler. Et je me disais qu'avec un diplôme français, ça allait pas forcément être voilà hyper valorisé. Et City University London, ce master en tout cas, pour la télé, il est hyper réputé. Il y a beaucoup de personnes chez CNN qui d'ailleurs ont fait ce master ou à la BBC et autres. Et d'ailleurs, moi, tous mes copains maintenant de ce master, et bah, ils travaillent tous pour CNN, Al Jazeera, la BBC, The Times. Enfin bref, j'ai plein de copains journalistes, c'est très chouette d'ailleurs. Et comment ça se passe la sélection? Puisque toi, tu avais fait que du droit avant. Donc, comment ça s'est passé? C'était pas trop difficile? Non, en fait, c'était ouvert à toutes les personnes qui avaient un niveau déjà master, dans leur pays, il fallait, passer une batterie de tests, déjà avoir un bon niveau d'anglais, donc je crois fallait montrer le TOEFL ou, des choses comme ça, et après, je crois qu'il fallait faire quelques études de cas, montrer qu'on était au courant de l'actualité, et non, il y avait pas vraiment de prérequis en journalisme, avant et puis finalement, enfin, je me souviens que quand j'avais passé les entretiens et tout, ils trouvaient que le fait que j'avais étudié du droit avant, c'était une vraie force pour ce que je voulais faire. Donc, dans l'idée un peu d'enquêter, de rechercher, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu lié. Donc, Et c'est vrai qu'au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus ouverts sur le côté parcours un peu plus atypique qu'en France. Donc, je pense qu'ils laissent un peu plus la chance. exactement. Et moi, c'est ce que je cherchais. J'en avais un peu marre du cadre très fermé des études françaises où il faut cocher toutes les cases. Et même, j'avais beaucoup ressenti ça aussi avec Assas. Donc, c'est vrai que là, voilà. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis fait une super bande de copains. J'ai adoré travailler là-bas. D'ailleurs, j'ai fait mon premier stage à l'AFP à Londres, donc l'agence France Presse. C'était vraiment génial pendant mes études et puis voilà, ça m'a ouvert aussi des portes. Après, ma première interview, c'était avec Vivienne Westwood à Londres, donc c'était totalement fou, quoi. Mais ouais, c'était vraiment super. Et alors, comment ça s'est passé justement quand tu étais journaliste à CNN? Donc,
j'imagine que pour toi, c'était le rêve. Est-ce que c'est de la réalité, elle correspondait à ce que tu avais imaginé? C'est une très bonne question, Kervi. Oui, c'était mon rêve depuis longtemps parce que, notamment, il y avait une journaliste que j'admirais, par-dessus tout, c'était Christiane Amanpour, qui est donc, une journaliste, anglaise, qui est d'origine, iranienne, voilà et qui parle d'ailleurs français très bien, qui a une partie de sa famille ici, et qui a été une des, plus grandes reporters de guerre. Et voilà et moi je voulais être aussi reporter de guerre, c'était quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie d'être sur le terrain, j'avais vraiment cette fascination pour être au milieu du danger et quand même réussir en tant que femme à délivrer une information importante et critique pour le reste du monde. Je me suis retrouvée à travailler avec elle, ce qui était absolument incroyable. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai fait mon interview, on m'a fait passer mon entretien dans son bureau à Londres et je pensais que ça allait être elle qui allait apparaître et donc j'étais dans tous mes états en me disant waouh, c'est Christiane qui va venir me faire l'interview. Bon, non, c'était ma boss de l'époque, du coup, qui allait devenir ma boss. Donc, oui, ça a été super. En fait, tout allait très vite parce que je suis rentrée en stage et j'ai tout de suite après, je suis tout de suite restée après avec CNN, ils m'ont gardée après ça. Donc, je suis rentrée à un moment qui a été un peu clé parce que c'était en octobre 2015, donc juste avant les attaques de Paris. Et tout de suite, donc, on a eu les attaques de Paris et ensuite, on a eu la COP 21 et donc, besoin, en fait, de francophones. Et moi, en fait, le soir des attaques de Paris, j'étais en train de revenir à Paris parce que c'était l'anniversaire de mon père le lendemain. Et donc, littéralement, je posais le pied par terre quand il y avait la première attaque qui se passait au Stade de France. Je sortais de l'Eurostar. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'étais en contact avec le bureau de Londres et puis tout de suite, j'ai été jetée dans la spirale du breaking news et de l'actualité. Ça a été une expérience vraiment incroyable et sans cette expérience aujourd'hui je serais pas là à faire ce que je fais aujourd'hui donc je suis reconnaissante de ce que j'ai fait, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses et effectivement ça m'a montré petit à petit que c'était pas exactement ce que j'avais dans l'esprit parce que bon la télé forcément on n'a qu'un angle de vue et un petit cadre avec sa caméra donc on peut pas tout montrer et donc je pense que c'est là où je me suis sentie un peu frustrée, c'est que j'avais l'impression que peut-être tous les angles de vue ne pouvaient pas être montré au travers de la caméra et de toute façon c'est un peu le problème avec la télé de manière générale. Donc voilà, c'est un point de vue, c'est ce qu'on choisit de montrer aux spectateurs. Et donc, comment est-ce qu'on choisit de montrer la meilleure chose pour eux? Donc ça a été un petit peu la désillusion entre guillemets. C'était pas propre à CNN, hein, je pense que c'est propre juste à l'industrie du tout. Mais CNN, je leur en suis extrêmement reconnaissante parce qu'ils m'ont donné ma chance en tant que stagiaire et tout de suite ils m'ont propulsée. Alors que j'étais stagiaire, j'étais déjà producer d'une correspondante et j'ai été envoyée tout de suite sur des scènes assez choquantes comme le Carillon où vraiment les scènes venaient juste de se passer, donc il y avait encore des cartouches de balles au sol, enfin il y avait tout quoi. Moi j'étais pas du tout prête à ça, je sortais de ma petite vie de freelance au Canada, tranquille, où j'avais mes petits médias, voilà. Et là j'étais sur le terrain, en fait sur une zone de guerre urbaine et sans préparation. Donc du coup je ne mettais pas du tout de barrière et j'ai vraiment subi le phénomène qu'on appelle d'éponge émotionnelle, tout de suite où j'ai absorbé un peu toutes les émotions des uns et des autres. Donc quand je recueillais les témoignages de quelqu'un qui avait perdu leur ami et autres, et j'emmagasinais beaucoup jusqu'à me mettre à pleurer chez moi ou alors plus tard dans la journée parce que c'était vraiment beaucoup. Puis en fait, j'avais le sentiment de prendre toute la souffrance des autres et que ça allait pas être bien retransmis. Enfin voilà. Donc c'était pas facile comme période, mais du coup j'ai beaucoup travaillé et je me suis pas trop posé de questions. Je pense que notamment avec Paris, les attaques de Paris, comme c'était ma ville natale, c'est la ville où il y a ma famille, il y a eu un peu un choc additionnel, je dirais, parce que mon frère était pas très loin et donc lui il a vécu les attaques mais de très très près. Il était juste derrière le Bataclan, donc caché, voilà, il a vu des blessés par balle, etc. Et je me souviens qu'il y a eu un peu ce conflit où mon bureau de Londres me disait est-ce que ton frère peut passer à l'antenne et tout. Et en fait, non, quoi. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ça peut aller jusque-là. Donc, c'était pas contre eux, c'est juste le métier. Mais je trouve que c'est un peu difficile à vivre. Voilà. Donc, ça a été un peu la désillusion dans ce sens-là. Et aussi, je me suis lancée dans un média qui est très breaking news. Voilà, c'est la règle des médias breaking news. C'est ce qui nourrit l'actualité, c'est ce qui fait vivre aussi ces chaînes-là, hein, comme BFM TV et autres. Après, c'est fou comme la vie est bien faite puisque c'est ce que tu voulais finalement. Donc, c'est un peu ce que tu cherchais, tu l'as eu, l'échantillon, et
tu t'es dit, bon, non, en fait. Exactement. En fait, c'est très vrai ce que tu dis. Et alors, c'est vrai que du coup, j'ai vécu ça avec un petit peu plus de recul à chaque fois pour toutes les attaques qui se sont passées après, puisqu'il y a eu Berlin, Bruxelles, Nice, qui sont arrivées assez rapidement dans la même année. Et c'est vrai que Nice, c'est ce qui m'a, je dirais, peut-être le plus choquée quand je suis arrivée. Et c'est là où je pensais avoir commencé à mettre un peu des barrières. Et puis en fait, tout a explosé. Je me souviens encore d'être allée recueillir les témoignages dans une mosquée où on m'avait dit, il y a quelqu'un qui m'avait donné un peu une idée d'aller là-bas en me disant, voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait une famille qui avait été affectée par ce qui s'était passé là-bas. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a plus d'une dizaine de familles qui sont affectées et les gens commencent à parler de leurs témoignages et là, je me mets à pleurer avec eux parce que c'était trop dur en fait. Et puis, j'arrivais plus à compartimenter mon job avec l'humain que j'étais aussi. Et je trouve que c'est très dur de rester de marbre quand quelqu'un t'explique qu'il a perdu ses enfants dans l'attaque. C'est très dur, quoi. Et donc le caméraman, je me souviens, me regarde et il me dit ça va, parce qu'il était anglais, donc il me dit je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je lui dis en fait, tu vois, il y a pas qu'une famille, il y a genre 10 familles. Donc bon, il était hyper sympa, il m'a pris dans ses bras et tout. Mais voilà, c'est le truc qui est un peu dur. Je pense qu'il faut être très solide psychologiquement. Et moi, je me suis, grâce à ces expériences, entre guillemets, rendu compte que j'étais aussi quelqu'un d'extrêmement sensible, peut-être trop pour pouvoir faire ce métier dans ces conditions-là extrêmes. Après, dans des conditions normales, ça va. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il faut être très solide et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et donc, après Nice, j'ai développé ce qu'on appelle en anglais donc le PTSD, en français donc le syndrome du stress post-traumatique, qui en fait est une forme de stress qui va rester chez toi après avoir vécu un événement traumatique. Et donc, pour moi, même si j'ai pas été directement affectée par les attaques de Nice, ça a fait un effet un peu domino sur moi, où ce que j'ai vu, ce que j'ai emmagasiné, ça a créé un vrai choc. Et donc dès que je voyais par exemple un camion après dans la rue, je me reculais, j'avais peur, j'avais plein de cauchemars, j'avais des sueurs froides, enfin vraiment tous les signes du PTSD, sans moi-même avoir été poursuivie par la personne avec le camion, bref. C'est là où je me suis dit, ok, il y a un problème. Et en fait, ce PTSD, ça a déclenché chez moi un problème physique qui est une hypothyroïdie. Et donc j'ai fait une batterie de tests chez un cardiologue notamment et d'autres professionnels de santé qui m'ont tous dit vous n'avez rien, le seul problème c'est un dérèglement de la thyroïde qu'ils n'arrivaient pas à expliquer parce que c'était pas lié à une maladie auto-immune, pardon. Ils m'ont tous dit que c'était lié à un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel, clac, ça revient aux attaques de Paris. Donc ça a commencé à ce moment-là. Donc c'est là où je me suis dit ok, Eugénie, ton corps te parle, mais littéralement, t'as développé, je sais plus quel âge j'avais, en 2015, ouais, j'avais 25 ans, t'as développé un problème physique à cause du stress. T'es jeune, il se passe quoi? Et donc, c'est là où je souris aujourd'hui, mais c'était une énorme source de souffrance à l'époque parce que j'osais pas trop en parler autour de moi. Et puis, surtout, j'avais pas envie d'être mal vue si je disais que je me sentais mal, etc. Donc, j'ai fini quand même à en parler à mes supérieurs à Londres qui m'ont suggéré de télécharger une application de méditation. Et en fait, ça a été vraiment le point de départ de ma vie avec la méditation. Ça a été à ce moment-là, dans un moment de crise. Je pense que comme 90% des gens qui démarrent la méditation, c'est souvent dans la souffrance. Et le PTSD, c'est courant chez les journalistes? Alors, ça peut être courant, oui, tout à fait. C'est très courant chez les journalistes qui sont envoyés sur les zones de guerre. Donc voilà, il faut savoir, après du coup, c'est un sujet qui m'a intéressée. Donc en méditation, je me suis aussi formée par rapport au trauma avec un monsieur qui s'appelle David Treleaven, qui est super, qui est canadien, qui est un chercheur et qui est très connu pour justement relier le trauma et la mindfulness et comment gérer les deux, comment créer un cadre safe. Le PTSD, en fait, c'est une forme de stress qui, si je me souviens bien, après un mois, les symptômes de ce stress continuent. Donc ça veut dire que tu passes pas la page de cet événement traumatique. Ça continue et ça peut être déclenché par presque n'importe quoi. Mais c'est assez particulier, il faut vraiment que ça coche toutes les cases des symptômes entre guillemets, ou en tout cas qu'il y en ait assez pour pouvoir le qualifier. Et oui, c'est très courant. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées par rapport au PTSD, et notamment dans les journalistes. Donc après, le PTSD, c'est un truc qui est très connu aussi chez les militaires qui reviennent, par exemple, de zones de guerre. Mais les personnes qui ont vécu les attaques de Paris ou autres, de près ou de loin, ils ont des formes de PTSD très souvent aussi, quoi. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, on a besoin d'avoir cette sensibilité, j'imagine, pour avoir envie de couvrir ce genre d'événement. Mais en même temps, il ne faut pas être trop sensible parce qu'on n'arrive pas à mettre la barrière. Comment ils sont les journalistes finalement? Est-ce que tu penses que à la fin ils deviennent peut-être un peu trop durs?
tu les trouvais peut-être trop détachés par rapport à ce qui se passait? Comment toi tu l'as vécu par rapport, peut-être à tes supérieurs? Ouais, moi, c'est pas une, question facile parce que, ils sont tous différents et il y en a qui vont pas forcément faire du terrain comme ça. Mais effectivement, j'ai trouvé qu'ils étaient très solides psychologiquement et que, dans la télé, c'est quand même l'image. L'image, c'est la première chose, donc c'est l'image que tu donnes aussi aux autres. Donc, je pense que tous les correspondants doivent rentrer un petit peu dans la peau d'un personnage, quand ils doivent, présenter quelque chose et essayer de mettre de côté, leurs émotions et d'aller vraiment, à la source de l'information, etc. Voilà, moi, ce que j'aime pas trop, en fait, dans le côté un peu breaking news, qui peut être un peu angoissant, qui est évidemment très utile, bien sûr, on a besoin d'avoir des informations et notamment de connaître les informations qui viennent juste de sortir. Mais je pense qu'il y a une façon de présenter les choses et il y a, je trouve, c'est pas que pour les médias hein, télé, mais il y a une forme de, on va nourrir la peur avec des titres, avec des choses qui vont choquer, qui vont marquer les esprits. Voilà. Et puis surtout, on parle énormément de choses négatives. Il y a très peu de choses positives qui sont communiquées, je trouve, dans l'actualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Instagram, par exemple, moi, je suis Good News Movement ou des trucs bêtes comme ça. Mais ça me permet vraiment de changer un peu mon mindset et pas... Parce que si j'ouvre l'actualité, je vois un décès, machin. Alors, bien sûr, c'est important de regarder tout ça, mais je pense qu'il faut un peu balancer les deux. On n'a pas l'habitude de voir des infos vraiment positives, ou c'est peut-être une info positive pour 10 infos négatives. Donc il y a ce... Et en fait, je pense que c'est là le problème, c'est le fait de nourrir un peu la peur. Comment est-ce que je peux retranscrire une information de la manière la plus vraie possible, sans créer chez l'autre une peur un peu démesurée, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les outils pour analyser cette information. C'est ça le problème aussi, et c'est le dernier truc que je dirais, c'est le manque de contexte. Souvent, quand on offre une information, et ben, ça manque de contexte cruellement, quand on explique une histoire et autres. Et donc, remettre dans le contexte, ça permet aux gens de comprendre l'angle plus large. Ok, c'est une attaque, mais à cette échelle, c'est pas si grand. Ou, enfin, voilà, je prends un exemple bête, mais voilà. Toi, ça a changé ta façon de consommer l'information? Est-ce que maintenant, par exemple, tu te mets un peu dans ta bulle, tu suis pas forcément les informations? Complètement. Ouais. En fait, c'est assez terrible, mais depuis que j'ai arrêté de travailler en tant que journaliste, donc depuis fin 2019, je regarde beaucoup moins l'actualité. Enfin, je regarde rapidement les grands traits. Parfois, ça me rattrape un peu. Je ressens un peu cet élan où tout d'un coup, je vais consommer tout ce qui se passe sur la BBC et autres. Et puis après, comme je suis mes copains journalistes, forcément, j'ai des copains qui sont correspondants pour la BBC et pour CNN au Venezuela et autres. Donc, je regarde ce qu'ils font. J'ai aussi une très bonne copine qui bosse pour l'AFP encore. Donc voilà, je suis jamais... Puis j'ai aussi tous mes copains de CNN. Donc là, il y en a un d'ailleurs qui a été nominé pour... Enfin, nommé en français pour un Oscar, pour voilà, un reportage qu'il vient de faire sur Navalny en Russie. Mais donc ça n'échappe pas, mais en même temps, j'ai vraiment décidé de mettre ça de côté parce que j'ai choisi de voir la vie aussi de manière moins angoissée et plus terre à terre. Et ça, c'est vraiment grâce à la méditation. Oui, je te pose la question puisque toi, c'est dans la lignée du développement personnel, la méditation. Et je sais que quand moi, je me suis mis à toutes ces lectures de développement personnel, un des premiers conseils qui revient, c'est arrêtez de lire l'information, mettez-vous dans votre bulle, puisque toutes les infos, c'est trop négatif. Et en fait, c'est trop négatif à supporter de tous les jours lire cette actualité. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est assez marrant en tant qu'ancienne journaliste. Et donc, pour revenir à ton parcours, donc tu te mets sur l'application de méditation. Donc, à ce moment-là, tu as toujours ton job. Et qu'est-ce qui se passe un peu? Comment ça prend de l'ampleur chez toi? Alors, globalement, je télécharge une application qui s'appelle Headspace à l'époque, qui est assez connue. Aujourd'hui mondialement, je crois même qu'ils ont fait un programme avec Netflix dernièrement. Une application lancée par Andy Puddicombe, qui est un Australien, il y a plusieurs années maintenant, et qui a une version anglaise et française, donc j'ai choisi la version anglaise. C'était ma collègue qui me l'avait recommandée. Bon, voilà. Je me souviens d'être dans mon lit, de me dire, bon, déjà, je savais pas trop comment me positionner pour méditer. Est-ce qu'il faut que je sois sous la couette? Est-ce qu'il faut que je sois assise en tailleur? Bon, donc j'ai senti que j'étais pas trop guidée là-dessus via l'application. Ok. Donc je télécharge le truc, et puis là, donc on me dit de fermer les yeux, mais en même temps, il y avait un dessin sur l'application avec une animation. Donc je me dis, mais du coup, le monsieur, il a fait une animation sur l'application que je regarde pas. Je comprenais pas trop. C'était un peu bizarre. Donc j'ai quand même joué le jeu pendant un mois. J'ai essayé vraiment de méditer tous les jours sur cette application. Et je dirais que j'ai pas trouvé ça agréable, en tout cas quand je méditais, parce que j'avais un peu de mal déjà, à comprendre l'exercice, et deux, à ramener mon attention seule avec une application. Mais ce qui m'a vraiment aidée, ça a
été, le après. Après avoir médité, et au bout d'un mois, je me suis vraiment rendu compte des sources de stress dans ma vie et de la façon dont je gérais ce stress. Donc que je rentrais directement dans le stress, mais parce que l'industrie aussi des médias veut ça. Toutes les personnes qui travaillent dans les médias le savent souvent, que c'est une des industries les plus compétitives au monde, les plus exigeantes. Donc faut avoir les épaules pour ça. Donc ça veut dire que si tu fais pas bien ton travail, bah t'inquiète qu'il y a une ligne de 20 personnes derrière toi qui sont prêts à prendre ton job. Donc c'était vraiment la pression pour ça. Donc c'est vrai que, moi je me suis rendu compte de ça, aussi peut-être parfois il y avait une forme d'agressivité, qui peut-être est un petit peu, anglo-saxonne ou comment dire? Qui est un peu tolérée, je dirais peut-être dans le milieu du travail où, work hard, play hard, tu as moins de limites, tu es un peu un workaholic, tu vois? Et c'est vrai que, au bout d'un moment, moi j'adorais ça. Enfin, je suis de toute façon, je suis quelqu'un qui est passionné, donc quand je fais quelque chose avec passion, bah, je me mets à fond dedans. Et je me suis rendu compte que je donnais trop, que j'étais trop souvent disponible, une bonne partie de mes week-ends, je les ai passés là-bas. Voilà, et puis il y a pas là-bas, t'avais pas de pause déjeuner, quoi. Donc c'est pas comme en France où t'as 1 heure tranquille, tout le monde va prendre son petit café au soleil et tout. Là, t'as 5 minutes, t'as intérêt à vite descendre chez Pret et à remonter et à le manger devant ton ordi. Alors, c'était pas comme ça tous les jours, mais je dirais quand même 90% du temps, on attendait que tu sois devant ton ordi, voilà, à travailler, quoi. Donc, ouais, donc ça, c'était un peu, et à nouveau, c'est parce que c'est l'actualité, ça s'arrête jamais. Donc c'est pour ça que l'industrie s'arrête jamais aussi, je pense. Donc moi, je me suis rendu compte de ça, de mon besoin aussi de nature, de me reconnecter à la nature. Alors, heureusement à Londres, il y a de sublimes parcs comme ça. Donc voilà, donc avec, mon mari, on allait, marcher, se ressourcer. Enfin, c'était vraiment nos petits moments à nous, c'était super. Et puis après est venu ce questionnement un petit peu plus profond, mais en parallèle de mon travail, en me disant: «Mais à quoi ça sert ce que je fais, quoi? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que, c'est vraiment utile cette information ou pas?» Mais c'était vraiment perso, hein. C'était pas du tout une remise en question de CNN ou autre, c'était, mon chemin personnel en me disant: «Est-ce que finalement, ce rêve que j'avais, c'était pas un peu juste des paillettes? Et finalement, est-ce que j'aide vraiment les autres en nourrissant la peur de la manière dont en tout cas, c'était demandé, quoi?» C'est là où je me suis dit: «OK, je crois qu'il y a un truc avec la méditation, je vais gratter un peu et puis on verra». Et en fait, c'est à ce moment-là que, j'ai découvert, qu'on pouvait avoir une autre expérience au-delà de l'application en studio. Et j'ai vu notamment qu'aux États-Unis, et en Angleterre aussi et au Canada, ils avaient ce qu'on appelle donc des studios de méditation moderne, enfin ou des studios de méditation en fonction de leur identité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cette modernité, parce que j'avais pas envie de rentrer dans quelque chose de religieux, je voulais vraiment rester dans un cadre, laïque. Et puis, j'avais un peu cette, image de la méditation peut-être un peu ringarde, tu vois? Assise sur des coussins, pas très confortables, un peu moches, avec des couleurs, voilà, qui donnent pas envie. Oui, un peu le côté avec l'encens, un peu, ouais, ouais. Bon, les rideaux de perles, en bois, tu vois? Le truc. Donc, je me suis dit: «Bon, OK». Et puis donc j'ai trouvé, alors à Londres, il y a un studio de méditation qui s'appelle Remind, qui est très bien. Et en fait, j'ai surtout regardé aux États-Unis. Moi, mon mari, il vient de Toronto et là-bas, il y avait, ou en tout cas il y a, je sais plus trop avec le Covid, peut-être qu'il y a des endroits qui ont fermé, mais des lieux qui étaient vraiment, inspirants, je trouve, sur, ce sujet de la méditation. Et aussi au Canada, ils sont très avancés sur le sujet de la santé mentale, comme, aux États-Unis aussi. Donc ça m'a vraiment inspirée. Donc je me suis dit: «OK». Je suis allée voir, alors pas tout de suite. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à méditer, un peu de manière, irrégulière, je dirais, via l'application. Et j'ai continué à faire mon travail parce que je voulais pas, laisser tomber mon rêve. Je voulais pas give up, tout de suite, en tout cas, CNN, parce que j'avais pas trouvé ce qui m'animait pour le reste. Enfin, en tout cas, j'avais pas encore, relier, ma nouvelle, découverte avec mon futur, métier. Donc j'ai continué à bosser pour CNN. Et puis, quand, j'ai été enceinte de ma première fille, c'est là où j'ai ressenti encore plus d'anxiété que d'habitude. Je savais pas du tout comment j'allais le gérer. Je sais que je suis quelqu'un d'anxieux, donc du coup, je me mets encore plus la pression et c'est bête. Et puis je me posais des questions où je me disais: «Bah, peut-être que toutes les femmes qui sont enceintes se posent pas ces questions-là». Et je me disais par exemple: «Mais, est-ce que tu vas être une bonne mère? Mais ça se trouve, c'est pas fait pour toi, tu vas pas connecter avec ton bébé». Tu vois, toutes ces questions où tu te dis: «Ça devrait être naturel», parce que tout le monde te dit: «C'est naturel, la grossesse». Enfin voilà, tu as une sorte d'image de la maman fertile, comment dire, hyper connectée à son bébé et tout. Et moi, je me suis dit: «Oh, mais je suis hyper anxieuse et ça m'angoisse et je sais pas comment je vais réagir». Bon, donc c'est là où la méditation, ça m'a encore plus accompagnée que d'habitude. Et c'est là aussi où on a fait le choix avec mon mari de revenir à Paris. Donc, quand je l'ai annoncé à CNN, en fait, je voulais leur dire que c'était fini, et que j'allais recommencer sur une nouvelle base. Et puis en fait, ils m'ont proposé de bosser pour eux depuis Paris.
Donc pour moi, ça a été génial. Je me suis dit: «Bah, super, du coup, je peux continuer à travailler avec eux». En plus, quand même, je m'étais fait des super potes et puis, l'ambiance est quand même cool et puis c'est quand même CNN, quoi. C'est un vrai cachet, sur ton CV de bosser pour CNN. Donc voilà, j'ai continué de bosser pour eux. En plus, ils m'ont tout installé sur mon ordi, donc je pouvais travailler tranquille de chez moi en étant enceinte. C'était vraiment super et ça m'a permis, en fait, aussi le fait de plus être dans les newsrooms, dans cette espèce d'accélération, du stress, lié à l'actualité, de pouvoir prendre du recul chez moi, de me poser, de avoir un rythme un peu plus, normal et puis ça m'a permis aussi de continuer à méditer et surtout, de réfléchir à ce projet, en fait, que j'avais à l'intérieur de moi, de me dire: «Bah, continuer ces questionnements et tout». Jusqu'au moment où voilà, après le G7 en 2019, je leur ai annoncé que j'allais arrêter de travailler avec eux, pour lancer un studio de méditation donc au début, j'étais un peu là genre: OK». Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es revenue à Paris? Et puis finalement, bon ça va et je suis toujours en contact avec eux et c'est hyper chouette et d'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient changé de vie aussi après, donc ça aussi c'est assez marrant et voilà donc ça a été vraiment une super expérience. Ça m'a aussi appris à faire beaucoup de choses, je pense, quelque part quand on est journaliste, producer pour une grande chaîne d'information américaine, j'ai l'impression ou en tout cas une grande chaîne d'information, on est un peu ce que moi j'appelle un couteau suisse, c'est-à-dire que tu sais tout faire. Donc je savais monter des vidéos ou des audios, même si j'ai pas eu besoin de le faire pour CNN, mais voilà, je pouvais par exemple aller faire des cafés jusqu'à aller écrire un texte qui passe à la télé. Enfin, tu vois, tu fais vraiment de tout. Et c'est cet aspect un peu 360 que je garde vraiment dans l'entrepreneuriat et qui m'aide, enfin qui m'a aidé à jamais me poser des limites en disant ah non ça je peux pas faire. Je me suis toujours dit bah ça je peux essayer de le faire comme ça et puis il y a toujours un moyen. Voilà donc je pense que ça m'a et ça m'a donné aussi une certaine réactivité, c'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui te hurle derrière toi et qui te dit let's go, ok, ça vite machin, t'as un peu un sens de l'urgence donc du coup je sais un peu prioriser les choses aussi je pense grâce à cette expérience. Après aussi, je pense que ça t'aide vachement sur ta communication, parce que vous avez une super communication avec Bloom, donc ça te permet de présenter comme tu as envie. Oui c'est ça. Et c'est marrant parce qu'en tout cas dans le podcast, il y a énormément de femmes qui ont le déclic après avoir eu leur premier enfant. Tu penses que ça remontait crescendo et puis en fait le fait d'avoir fait une pause, bah ça t'as fait le déclic en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu t'es dit ça y est, c'est fini le journalisme pour moi? Ouais, c'est très vrai ce que tu dis et je le note aussi beaucoup autour de moi que souvent la grossesse c'est ou en tout cas le premier enfant c'est un vrai déclic. Pour moi, ça a été le fait de porter la vie et de me dire que la personne que j'avais dans mon ventre, ça allait être les futures générations. Qu'est-ce que moi je voulais laisser comme trace aux autres et à cette génération? Je pense que ça a été aussi ça et même pour la nôtre et j'ai toujours eu envie, je suis un people pleaser, j'adore faire plaisir aux gens, les gens qui viennent dîner chez moi, ils savent qu'ils ressortent, ils ont le ventre qui explose, c'est toujours hyper bon ce que je fais à manger. Enfin, voilà, je veux pas me flatter là-dessus, mais généreuse, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait rire toute ma famille parce que mon rêve c'était d'ouvrir un resto quand j'étais toute petite et je voulais l'appeler Attention, ici on mange vraiment bien. Voilà, donc je pense qu'il y avait une forme de générosité, d'envie que les gens se sentent bien, tu vois, que voilà, je sais pas, on puisse relâcher, que tout le monde soit heureux et tout, ou en tout cas plus ou moins heureux. Et donc je pense que c'est ce qui m'a motivée aussi par rapport à Bloom, c'est à remettre du sens dans ma vie et à me dire ok, tu pensais que ça, amener la vérité aux autres, ça allait faire du bien. Bien sûr qu'on c'est nécessaire et tout, mais finalement, moi personnellement, je sais que j'ai pas les épaules pour faire ce que je pensais être le top, et puis deux, je pense que je peux peut-être aider les autres d'une autre manière. Et puis on m'a toujours dit, ta voix c'est aussi un atout, on l'utilisait pas mal pour faire des voice-over, tu vois, des choses comme ça. Donc je me suis dit bon pourquoi pas écouter ce que les autres me disent et puis utiliser ma voix pour autre chose. Et donc en fait ma voix dans la méditation aujourd'hui c'est mon outil de travail. Et alors, comment tu as eu le déclic de dire je vais créer un studio physique? Parce que donc toi, à la base, c'était plutôt une application que tu écoutais. Tu aurais pu te dire je vais créer une application pour les Français ou comment ça s'est passé un peu le cheminement de dire je vais créer le premier studio physique de méditation moderne en France? Alors, la mission première de Bloom pour moi, ça a été de créer du lien social. Ce que je te disais, cette espèce de générosité, ce que tu retrouves à table et tout, j'avais un peu envie de le retrouver en méditation. Ce que moi, j'avais vécu aussi en visitant ces studios et en participant aussi à des cercles de méditation en vrai, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu magique où quand tu es avec les autres, et ben vraiment, tu peux partager, tu peux t'ouvrir, mais aussi les témoignages des autres peuvent résonner en toi. Aussi, tu peux
questionner la prof sur, la méditation, chose que tu peux pas faire avec l'application. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai plus, et puis c'est chouette de se retrouver en vrai. Donc c'est sûr qu'avec le covid, je me suis dit: mon projet qui était d'aider les gens à se retrouver en vrai, ça va être un peu compliqué». Et puis finalement, ça s'est bien passé et puis pendant les moments de confinement, donc moi j'ai été surtout affectée par, le 2e confinement en France, puis le 3e. Bah, là, j'avais lancé un studio virtuel, pour essayer de contrebalancer, bah, le fait qu'on était fermés physiquement et tout et surtout sans aide de l'État. Parce que quand tu as un tout jeune projet comme ça qui s'est lancé l'année du covid et bah, moi personnellement, j'ai eu 0 aide de l'État, quoi. Ça a été super dur, pour ça. Oui, parce que peut-être pour les auditeurs, donc le studio a ouvert au printemps 2020, c'est ça, hein? Alors en fait, il était censé ouvrir au Ah printemps. OK. Mais donc à cause du covid, et notamment, la construction à l'intérieur parce que c'était un restaurant japonais avant, donc j'ai tout refait à l'intérieur. C'était tout, tu vois, restauration. Ce qui est bien, c'est que c'était déjà très feng shui et donc on a tout refait absolument à l'intérieur et on a posé du parquet. En fait, les entreprises de parquet pendant le covid avaient fermé en France. Enfin, tout était une chaîne, qui fait qu'on a été un peu bloqués et donc on a pu qu'ouvrir en août 2020. Donc quelques mois plus tard, et voilà. Et puis après, donc tout de suite, hyper bien reçu par la presse, par aussi des influenceurs, voilà, des personnalités qui sont venues nous rendre visite, et puis le grand public surtout, le grand public qui nous soutient et qui vient dès le début. Donc Bloom a décollé, mais direct, clac. On s'était envolé dès le début. Et puis après, novembre, bim, confinement. Ah bah super, donc comment je fais maintenant? J'ai un loyer à payer, j'ai des employés, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est là où je me suis dit: «Ben vite, on sort un petit studio virtuel, via Zoom et tous nos cours, on les fait en virtuel». Et bah, les profs, étaient hyper contentes parce que finalement tous les autres studios avaient tout fermé. J'étais la seule à proposer ça, à l'époque avec, peut-être un autre studio aussi, mais plus de sport. Donc ça leur permettait aussi de sortir de chez elles un petit peu, pour venir juste chez Bloom et enregistrer, les vidéos. Donc ça a été super, surtout le public nous a suivis, direct. Ça a été un vrai soulagement pour moi de me dire, j'ai presque 200 personnes qui, depuis l'ouverture, sont déjà sur mon studio virtuel et alors que je viens d'ouvrir il y a 2 mois, quoi. Donc c'était vraiment top. Et ensuite, enfin c'était pas top la période, mais du coup c'était top de sentir cet élan. Ouais, de se sentir soutenu, quoi. Voilà, c'est ça. Et peut-être avant de continuer, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la méditation de pleine conscience, puisque c'est ce que vous pratiquez, parce que c'est sûr qu'on a l'idée peut-être de méditation où on a un peu envie de dormir, et en même temps pleine conscience, c'est un peu en opposé. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se pratique et puis ce que c'est? Ouais, bien sûr. Alors déjà pour, juste expliquer aussi un petit peu la méditation moderne, pourquoi est-ce qu'on appelle ça méditation moderne, studio de méditation moderne, Bloom. L'idée, c'était que ça soit un studio laïque, donc qu'il y ait pas de référence, spirituelle, culturelle, religieuse, que ça soit vraiment un lieu pour tous où peu importe, sa confession, ce en quoi on croit, et ben, on est bienvenu chez Bloom. Et ici on n'impose pas un point de vue par rapport à une religion ou autre, vraiment tout le monde a sa place. Et ensuite, la modernité pour moi, c'était, la petite touche actuelle. Donc c'est de créer des endroits qui sont beaux, qui donnent envie aussi de venir s'asseoir, sur le coussin et qui inspirent, qui aident à déconnecter dans une ville qui est Paris, qui est quand même assez intense. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour la modernité. Ensuite, sur la méditation, quand on parle dans nos sociétés de méditation aujourd'hui, on sous-entend souvent la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est une forme de méditation qui à l'origine vient du bouddhisme et qui a été largement démocratisée à la fin des années 70 par un médecin américain, qui s'appelle le Dr John Kabat-Zinn, aux États-Unis, et qui travaillait avec University of Massachusetts, et ce programme a maintenant été repris par l'université de Brown aux États-Unis. D'ailleurs, moi, c'est le cycle que j'avais suivi pour me former. En fait, il a testé un programme qui s'appelle le MBSR. En anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction Program. En français, donc c'est le programme de réduction du stress par la méditation. Il a testé d'abord dans des hôpitaux, donc sur des patients qui étaient atteints de cancer. Il s'est rendu compte des bienfaits avec son équipe de la méditation à ce niveau-là. Ils se sont dit, mais en fait, pourquoi juste le proposer à des personnes malades? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le proposer comme outil de prévention finalement au grand public? Puisque le stress, c'est le fléau de notre société. Ok, donc il le développe et puis finalement, grâce à lui, cette idée de pleine conscience qu'il a vraiment développée et qui est issue du bouddhisme,
c'est ce qu'on retrouve le plus en Occident aujourd'hui dans nos sociétés, donc c'est comme ça. Et enfin, pour définir vraiment ce que c'est que la méditation en soi de pleine conscience, c'est un exercice de l'esprit. Donc c'est-à-dire que, c'est pas exactement de la relaxation, c'est là où je trouve qu'il y a un amalgame dans notre société. Quand on explique souvent la méditation, on dit: «Voilà, relâchez-vous» et cetera. C'est pas la même chose. En fait, si tu veux, c'est un exercice et donc la finalité de cet exercice, c'est d'être présent, mais tu peux ressentir des bienfaits comme, par exemple, être relâché et donc c'est là souvent où il y a une forme de confusion, mais il faut savoir que c'est un entraînement de l'esprit, donc c'est pas facile. Donc quand tu vas méditer et d'ailleurs c'est ce que moi j'avais expérimenté dès le début, c'est pas évident, mais après tu peux en ressentir les bienfaits. Alors, plus tu vas méditer, plus ça va être facile et plus à la fin tu vas te sentir détendu, relâché et cetera. Aujourd'hui, les 3 grands bienfaits, prouvés scientifiquement de la méditation, c'est 1, la réduction du stress, 2, la régulation des émotions, donc tu arrives mieux à gérer tes émotions, à les appréhender, à les ressentir dans ton corps avant que ça t'envahisse et cetera. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée et enfin le dernier point, c'est que ça va stimuler, tout ce qui est le système nerveux parasympathique, donc c'est tout ce qui aide, dans notre cerveau à ramener, le calme, dans le corps, via nos organes. Donc par exemple, meilleure digestion, meilleur sommeil, ralentissement du rythme cardiaque, voilà. Donc vraiment la méditation, ça va stimuler ce système nerveux parasympathique et ça va nous aider à revenir au calme. Et comment ça se pratique? Donc, tu es assis et tu écoutes, tu suis la voix de quelqu'un? Alors si tu es guidé, voilà, c'est ça. Après, en fonction de ton niveau, tu peux, méditer sans être guidé, bien sûr. La posture assise, c'est la posture traditionnelle. Pourquoi? Parce que quand on est allongé et qu'on est guidé en méditation, on a tendance à s'endormir et quand on dort, bah, on n'est plus là. Heu, donc l'idée, c'est quand même d'être présent puisque c'est un exercice avec ton attention. Enfin, c'est un exercice où tu vas travailler sur l'attention et donc l'idée, c'est d'être assis. Donc là, je vais me remettre droite, d'avoir le dos bien droit, pour essayer d'être, en présence dans la posture. On peut essayer de relâcher un petit peu les épaules vers l'arrière, par exemple de déposer, les paumes de main sur les cuisses et l'idée, c'est pas d'avoir des tensions dans le corps, mais c'est d'adopter cette posture qui va être digne et stable et qui va être un petit peu l'incarnation de ce que tu veux proposer à ton esprit. Donc déjà avec ton corps, tu envoies les signaux de ce qui va, se passer là-dedans. Donc tu lui dis: «Voilà, là j'essaie de trouver de la stabilité» pour toi ensuite t'aider à trouver de la stabilité. Parce que le corps et l'esprit marchent ensemble, il y a ce lien psychosomatique qui est assez incroyable et quand on se rend compte de ça via la méditation, on a l'impression d'avoir trouvé, je sais pas, le la boîte de Pandore. Donc c'est assez incroyable. Et alors, quel est le but? Est-ce que c'est le but, c'est de faire le vide dans sa tête? Est-ce qu'on doit vider son esprit? Ou est-ce que justement on va accéder à des réalisations un peu, je sais pas, avoir, tu vas te dire, ah bah faut que je quitte mon travail ou tu vas accéder à peut-être des intuitions? Alors ouais, c'est une question intéressante. Alors tu as différents types de méditation en pleine conscience qui peuvent être proposées. Tu as des méditations qui vont être plus ou moins guidées avec des images et c'est là où potentiellement tu peux booster ta créativité avec ce genre d'images. En général alors attends, ta question c'était hyper intéressant, c'était: «Est-ce que je dois vider ma tête?» Alors oui et non. En fait, d'habitude, je dis non, mais là, j'ai envie de dire oui et non parce qu'au début, moi, quand on m'a dit non, je me suis dit: «Mais alors, je comprends pas bien». Comme c'est un exercice de l'esprit, tu vas composer avec cet élément qui sont les pensées. Donc tu as les pensées parasites dans ton esprit qui vont être, par exemple, tout ce que tu contrôles pas. Donc tu es assise, tu essaies de te détendre et tout d'un coup, tu te dis: «Ah tiens, je me demande, qui va gagner dans la dernière saison de Love is Blind». C'est bête, moi j'adore Love is Blind, c'est mon péché mignon. Voilà, donc tu fermes les yeux et tu te dis: «OK, ah mince, mais alors attends, ça y est, je suis déjà partie, OK». Donc tu te culpabilises, tu te dis: «Ah non, 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 mince, ça y est, j'ai loupé l'exercice». Non, c'est pas grave. En fait, ça fait partie de l'exercice. Cette partie où tu vas avoir des pensées qui vont venir dans ton esprit et tu vas ramener ton attention, ça fait partie de l'exercice. L'idée, c'est que plus tu vas méditer, plus tu vas avec, «vitesse» entre guillemets, pouvoir ramener ton attention. Donc c'est un exercice d'entraînement où plus je vais méditer, plus ça va être facile de ramener mon attention et moins je vais expérimenter de pensées parasites a priori ou alors je vais assez rapidement pouvoir les placer dans un coin de ma tête. En fait, c'est ça l'idée, c'est tu observes que tu as des pensées dans ton esprit, tu vois qu'elles sont là, OK, tu les mets dans un coin de ta tête et tu ramènes ton attention à ce qu'on appelle un point d'ancrage pour venir ancrer ton attention dans l'instant présent. Donc traditionnellement, le point d'ancrage, ça va être la respiration ou juste, tu vois, ressentir les mouvements de ton corps qui respire. Donc ça peut être tout bête comme par exemple poser son attention sur le bout de son nez, ressentir l'air qui passe par les narines, avec des températures différentes. Ça peut être aussi la poitrine, le ventre, et cetera.
Moi, la respiration, c'est pas le truc où j'ai connecté le plus pour l'encre. Ça a été vraiment de ressentir le contact de mes pieds avec le sol, par exemple. Ça, pour moi, c'est très fort et je viens déposer mon attention là, vraiment dans cette sensation d'ancrage, un peu comme si j'étais enracinée comme un arbre. On vide pas sa tête puisque on expérimente 60 000 pensées par jour, c'est impossible de se mettre en mode robot et de dire: «Switch off» et puis là, tu plus rien. C'est de composer avec ça, donc je sais que je vais sûrement avoir des pensées, c'est OK, je me fous la paix. Donc ces pensées arrivent, OK, je les mets dans un coin de ma tête tout doucement et puis je ramène mon attention. Ah et puis mince, Marc est à déjeuner, j'ai oublié de répondre. OK, OK, Eugénie, tu partie. OK, reviens. Et donc c'est ça et plus tu le fais rapidement, plus tu arrives à cet état de calme, et plus après aussi dans ta vie, tu vas réussir à utiliser moi ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'en sortant des cours, c'est pas grave s'ils ont un peu lutté, pendant l'exercice. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que vous en tirez pour le reste de votre journée. Est-ce que vous arrivez à mettre de la distance, à ramener du calme dans vos vies, à essayer de prendre du recul par rapport à tout ce que vous faites? C'est ça qui est intéressant avec la méditation, je trouve. Ça nous invite à essayer de moins être dans le brouhaha de ton esprit qui finalement contrôle beaucoup de choses. Et à quel point tu penses qu'il faut pratiquer pour ressentir des effets? Est-ce que, par exemple, si on commence une fois par semaine, ça peut suffire ou il faut être un peu plus régulier au début? Très bonne question. Alors, la science, elle nous dit que l'idée de la méditation, c'est que c'est une pratique qui doit être régulière. Donc, chacun a sa propre régularité. On n'a pas tous les mêmes agendas, c'est pas facile, mais la science nous dit aujourd'hui 12 minutes par jour si tu le fais quotidiennement. Donc, c'est comme si tu ajoutais un peu de méditation avant ou après de te brosser les dents, tu vois, que ça fasse vraiment partie de ton quotidien. Moi, je pense que, et c'est ce que j'ai envie avec notre nouveau projet aussi avec Bloom, dont je te parlerai peut-être un petit peu après, un peu de teasing, c'est de montrer que la méditation, c'est pas juste une pratique assise, c'est aussi bien plus que ça. Et donc que tu peux méditer 5 minutes comme 25 minutes. Tu peux méditer par exemple avec un verre d'eau, faire ce qu'on appelle manger ou boire en pleine conscience. Ça paraît hyper bête comme ça, mais le nombre de fois où on mange de manière mécanique sans y penser et en pensant à un sujet particulier qui nous contrarie, ou même en regardant une série. Et en fait, tu t'intéresses pas à cette espèce de cadeau qui est sous tes yeux, que souvent on n'a pas préparé quand on achète un truc à droite à gauche, et nous-mêmes, et qui a été préparé par quelqu'un d'autre. Voilà, les fruits, les légumes, ils ont été plantés, ils ont été nourris, les couleurs, les saveurs, les odeurs, voilà. Se reconnecter à cette expérience du vivant, ça permet de faire redescendre le stress, vraiment de manière assez immédiate, et se reconnecter aussi à des émotions positives, à des souvenirs. Donc voilà, donc on a envie aujourd'hui de montrer qu'il n'y a pas que la pratique assise formelle, bien sûr c'est un pilier, mais tu peux faire aussi plein de petites activités comme une marche dehors, où tu vas observer juste les éléments de la nature, tu vas juste écouter les sons, enfin, il y a plein de moyens de ramener ces petits moments de conscience. Il y a aussi un exercice que j'appelle les 3 respirations, que j'utilise notamment au bureau pour passer d'une activité à une autre, et vraiment, tu vois, laisser ce que je viens de faire derrière, pouvoir commencer à neuf quelque chose de manière claire. Oui, alors peut-être, est-ce que tu peux, oui, nous présenter. C'est vrai qu'au fur et à mesure de t'écouter, je commence moi aussi à me détendre. Alors du coup, le temps passe et on n'a pas forcément le temps de parler de tout. Mais est-ce que tu peux nous présenter ton studio? Donc il y a Étienne Marcel, peut-être tout ce que vous faites et puis tes projets aussi. Donc peut-être le petit teasing. Ouais. Alors, donc on a plusieurs studios aujourd'hui. Donc il y a le premier studio qui est Étienne Marcel, qui est vraiment le cœur de Bloom, avec 2 salles de méditation, une salle jour avec un grand mur végétal et un mur de lumière connecté qui est très beau, une salle nuit rien à voir, avec un plafond pardon en ciel étoilé, une salle bleu nuit où on fait beaucoup de méditation sonore, donc avec les bols en cristal, les bols tibétains, le gong, etc. Donc on propose plein de formes de méditation différentes, mais surtout sous l'angle de la pleine conscience. Donc pleine conscience, méditation et relaxation, là ça va être plus une relaxation du corps. On a aussi de la méditation sonore sous forme 30 minutes ou 60 minutes, ce qu'on appelle le bain sonore. Et puis on a beaucoup de yoga doux qui va venir se clipser un peu avec Notre identité, c'est que peu importe les cours que tu fais, même si tu fais un cours de pilates chez Bloom, il y a une partie méditation, parce qu'on est convaincu que ce petit moment de méditation, ça te permet d'être encore plus focus sur ce que tu fais et donc d'être plus performant entre guillemets, mais vraiment d'être dans l'exercice, de ressentir les mouvements, les muscles, les sensations, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est chez Bloom. On a aussi une chambre de sel rose de l'Himalaya où on vient se détendre et écouter des méditations enregistrées, c'est très chouette. On a aussi des massages, alors ça c'est dans notre autre studio. On a donc un deuxième studio à Lafitte, donc rue Lafitte, 30 rue Lafitte, en fait dans le bas du bâtiment de Morning, qui est un coworking et qui nous a invités à prendre cette place dans le building. Donc voilà, donc maintenant on travaille
travaille avec Morning, c'est hyper chouette. Et là, on a une salle de pratique et aussi une salle de massage où on fait beaucoup de soins, genre massage relaxant, drainage lymphatique, etc. Enfin, dans Paris, notre dernier lieu ouvert au public, c'est chez Hoy, qui est un hôtel qui est à Pigalle. Hoy, qui a aussi un acronyme pour dire House of Yoga, mais aussi maintenant, je crois, en espagnol, ou aujourd'hui, je sais plus. L'un des deux. Aujourd'hui, je crois, ouais. Aujourd'hui, ouais. Maintenant, ça doit être ahora, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mon espagnol est un peu loin. Bref, et donc on a une salle de méditation dans cette salle où 3 jours par semaine, on donne des cours aussi là-bas. Et puis enfin, on a aussi un studio en entreprise dans une très grande maison de haute couture française, voilà, pour leurs employés. Donc aujourd'hui, Bloom, c'est un studio ouvert au public, différents lieux dans Paris, une approche très douce, toujours avec de la méditation, peu importe le cours qu'on fait. Mais c'est aussi des formations à la méditation. Ça, c'est un vrai développement de notre entreprise, c'est que on est arrivé alors qu'il y avait très peu de formations à la méditation et surtout on est 4 à enseigner souvent nos formations, donc 4 visions différentes. C'est beaucoup plus enrichissant pour les participants. Donc ça, c'est super, notamment le Center, c'est vraiment notre formation clé qui est incroyable, donc vraiment je recommande. Ensuite, on a donc développé récemment des retraites parce que ça fait partie aussi de l'expérience de la méditation, les retraites pour approfondir, pour aller plus loin, c'est top. On a aussi nos produits, donc en fait, on crée beaucoup de produits comme nos coussins de méditation qui sont très jolis. On a utilisé du tweed de la même maison que Chanel pour faire un truc vraiment très beau et que les gens aient envie de laisser chez eux et de se dire ah bah tu sais quoi, ça c'est comme une invitation ouverte à la méditation, je vais pas le ranger dans mon placard, comme c'est beau je vais le laisser là et je vais pouvoir peut-être plus méditer tous les jours. Donc on a ça, on a aussi des lampes de sel, enfin on a plein de choses, je vous invite à regarder sur notre e-shop, mais on essaye de faire au maximum voilà, du Made in France, de l'éco-responsable et tout, on est très engagé là-dessus. Et puis donc là, pour nous, donc on fait aussi beaucoup de B2B, on travaille beaucoup en entreprise, on travaille avec des gros clients comme par exemple la RATP qui est un de nos grands clients, voilà. Et moi je suis aussi créatrice de contenu officiel pour l'ONU où je crée des programmes de méditation pour l'ONU et pour notamment toute la partie francophone et le programme de crise aussi qu'on leur propose là en Ukraine et en Afghanistan. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis le dernier projet, donc le petit bébé de 2023 mais qui est en fait un de nos plus gros projets, c'est un projet digital où on va venir, on va essayer de justement passer la barrière de nos studios pour essayer d'aider les gens à continuer à méditer chez eux, mais via ce que nous on propose dans nos studios. Parce qu'on nous l'a beaucoup demandé, on nous a dit voilà c'est super Bloom, j'adore, mais moi j'aimerais bien vous retrouver aussi tous les jours chez moi. Et après je vous retrouve en studio et tout. Donc continuer ce lien, mais d'une autre manière aussi. C'est génial, en tout cas c'est super intéressant le côté entreprise puisque je me disais justement que ça serait super intéressant d'avoir dans les tours à la Défense, tu vois, aussi le petit studio pour se déconnecter entre, je sais pas, après une réunion stressante. Donc c'est super intéressant. Et la question que j'avais c'est comment ça s'est fait pour toi pour éduquer le marché puisque la méditation c'était pas forcément quelque chose qui était arrivé en France au moment où tu t'es lancé, en tout cas pas forcément très connu du grand public. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile justement de convaincre tes premiers clients, peut-être avoir des investisseurs? Je sais pas si tu en as, mais comment ça s'est passé un peu tout ce cheminement? Oui, alors je dois dire que je suis arrivée à un moment où la méditation était pas hyper connue encore, même si ça commençait, c'était un sujet en développement personnel notamment qui intéressait. Puis le Covid est arrivé. Et là, en fait, il y a énormément de personnes qui ont commencé à méditer pendant le Covid. Donc, ça a été une période vraiment qui a été super, entre guillemets, pour ça. Un mal pour un bien, mais dans la souffrance, eh ben, beaucoup de personnes ont découvert la méditation. En France, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Christophe André, qui est un médecin français qui aide énormément à démocratiser la méditation. Et c'est un peu notre John Kabat-Zinn à nous. Donc, voilà, ça aide aussi, je pense, beaucoup. Et puis, de plus en plus, il y a énormément de recherches pour la méditation. Donc, pour nous, c'est génial parce que déjà, on le sait, mais on le voit de plus en plus avec toutes ces études. Là, il y a 2 semaines, il y a une étude qui est sortie en montrant que si on pratique vraiment la méditation un petit peu tous les jours, eh ben, c'est plus efficace qu'un antidépresseur. Donc ça veut dire que voilà, les médicaments, après, je pense que c'est compliqué aussi. Je pense qu'il y a peut-être des lobbies qui veulent pas que la méditation soit mise en avant par rapport à un médicament. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ça va pas correspondre à tout le monde. La méditation, il faut que ça soit utilisé comme un outil de prévention. Ça peut être utilisé comme un outil de guérison, mais vraiment, moi, j'ai envie de dire, c'est un outil de prévention. Il faut qu'on puisse commencer à aider les jeunes à prendre conscience de ça. Moi, je sais que mes filles, bon, la dernière, elle est un peu petite. Celle qui a 4 ans, elle médite de temps en temps avec moi. Alors bon, elle est plus ou moins attentive pendant 5 minutes, mais en tout cas, elle prend le réflexe et elle comprend aussi, elle fait un peu de yoga avec moi, etc. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur ça, sur ancrer la méditation comme
étant, une habitude que, nous tous, même en Occident, nous devrions, adopter pour prendre soin de notre santé mentale. Et comment tu as réussi à financer? Est-ce que tu as fait appel à des investisseurs ou tu as réussi à financer toute seule? Moi, j'ai tout financé toute seule via un prêt. Donc, j'ai emprunté aux banques, c'était avant le Covid. Puis, voilà et puis après je suis allée consulter la BPI puisque la BPI, ça c'est la banque publique d'investissement qui peut vraiment, rassurer, les banques, voilà et qui a soutenu aussi mon projet, là-dessus par rapport, à ma banque. Donc, moi mon pari, c'était d'essayer de tout faire toute seule. Je voulais pas, faire entrer d'investisseurs, en tout cas tout de suite, parce que, j'avais envie de maîtriser mon projet et j'avais envie qu'il soit à mon image, que ça soit quelque chose où personne d'autre avait à dire quoi que ce soit, que je voulais créer et aujourd'hui, je suis super fière de ça donc c'est chouette. Ouais, ça a été un développement super rapide. Et alors, je t'ai pas posé la question, mais comment réagit ton entourage à ton nouveau métier? Au début, alors, ma mère m'a toujours vraiment soutenue dans tout ce que je faisais, donc elle a adoré, elle était vraiment à fond. Les autres, m'ont un peu regardée en me disant: «Mais» enfin, en se questionnant, je pense pas de manière méchante ou autre, mais en se disant: «Mais pourquoi est-ce qu'elle laisse CNN pour ça, quoi?» Mais parce que personne d'autre dans ma famille ne vivait la même transformation que moi ou ne méditait autant que moi et cetera. Il y avait que ma mère qui s'intéressait vraiment au sujet et effectivement elle a trouvé que c'était génial donc j'ai vraiment ressenti son soutien. Mon mari, il était à fond, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que je suis avec quelqu'un qui, me soutient vraiment beaucoup aussi moralement, et lui aussi est entrepreneur et on s'est tous les 2 soutenus, dans cette phase où on a en même temps lancé nos entreprises, donc qui sont pas du tout dans les mêmes domaines mais je pense que ça a été un vrai moteur pour nous de nous dire: «OK, on change de vie ensemble», alors qu'on venait juste de devenir parents en plus. Moi, au début, on m'a dit: «Ouais, ouais, OK, peu importe» et puis mes amis aussi qui rigolaient machin et puis après, ils commencent à me voir dans la presse et dans des trucs, ils se disent: «Ah bah, finalement, ça a l'air pas si mal son truc» et puis ils passent le pas de la porte et ils se disent: «Ah bah, ouais, c'est plutôt même très bien, quoi». Et puis, d'ailleurs, cette séance de méditation m'a fait beaucoup de bien, je reviendrai. Bon, bah, voilà. Bon, aujourd'hui, genre, j'ai des copains qui viennent assez régulièrement, donc ça, c'est chouette. Mais voilà, enfin, je pense qu'il faut pas forcément écouter ce que les autres ont à dire parce que si on est, convaincu de ça et que soi-même, en fait, moi, c'est ça qui a été le moteur pour moi, c'est que je vivais cette transformation. J'en ai vraiment ressenti les bienfaits et donc je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Là, faut que les autres, ils puissent toucher un petit peu à ce bonheur que j'ai découvert, quoi». Et alors, ce serait quoi ton plus grand rêve pour Bloom? Alors, vous avez déjà fait énormément en quelques années, mais voilà, dans l'avenir, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est que Bloom puisse continuer, de s'ouvrir, de s'épanouir, un peu comme cette image de la fleur. D'ailleurs, ce mot bloom, c'est l'épanouissement, la floraison de la fleur qui est un processus continu. Ça veut dire que c'est pas terminé. C'est pas gagné d'ailleurs la méditation, quand on commence à méditer, faut pas s'arrêter, faut continuer de le faire. Donc c'est un peu cette idée aussi avec Bloom, j'aimerais bien être de plus en plus accessible. Donc ça veut dire, être accessible un peu partout. En France surtout, vraiment, c'est mon but aujourd'hui parce qu'on est très sollicité pour partir de Paris aussi et être un peu ailleurs et être accessible, et puis aussi connecter les gens de plus en plus de ce sujet pour aider à rassembler, à créer une vraie communauté qui soit intéressée par le sujet et qui prenne soin de sa santé mentale. Voilà, donc ça c'est je dirais le goal de Bloom, pour les prochaines années et d'aider vraiment à démocratiser la méditation, ça c'est ma mission, parce que, je suis convaincue et moi-même j'ai vécu, les bienfaits de la méditation, enfin je les vis tous les jours. Alors, je mettrai les liens de tes réseaux sociaux, ton site internet pour que les auditeurs puissent découvrir Bloom. Voilà, je serais vraiment restée parler super longtemps avec toi parce que c'est vraiment une reconversion qui est super intéressante. Mais le temps passe, donc la dernière question, c'est quoi pour toi une reconversion réussie? C'est la question que je pose toujours à la fin. Une reconversion réussie, pour moi, on peut, avoir peur, donc il y a ce composant qui est la peur, ça c'est sûr, mais ça il faut l'utiliser comme moteur pour aller de l'avant et surtout, ayez confiance en vous parce que, il y a que vous qui savez, ce qui est bon et sans se lancer, sans essayer, on peut pas savoir. Donc moi, alors bien sûr, faites un business plan, essayez de vous roder au maximum, mais il y a un moment où il faut se lancer dans le vide. Donc pour moi, une reconversion, réussie, c'est quand on n'a pas besoin de regarder, derrière soi et qu'on saute et qu'après, on n'a plus qu'à regarder le futur et à sortir le parachute. C'est une belle image. Et vraiment, je trouve qu'en tout cas, quand on est entrepreneur, il y a quelque chose qui me porte beaucoup, je suis quelqu'un de très optimiste. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'aimais pas bosser, dans les médias. Mais voilà, je pense que c'est un vrai moteur, d'être entrepreneur, c'est quelqu'un qui dit: «Si, mais ça, c'est possible». Alors il faut bien sûr
un peu un tempérament, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis associée avec quelqu'un qui m'aide un peu à me attends, là, tu pars dans tous les sens. Mais il faut être un peu en fait, cette énergie, elle part vraiment de soi. Voilà, donc c'est très important de laisser les portes ouvertes, je trouve, pour cette énergie optimiste. Ouais, et puis tout est possible. Exactement, tout est possible. Pas de barrière dans la vie. Un grand merci Eugénie, donc je mettrai les liens pour les auditeurs. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup à toi Claire, j'étais ravie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.